Bonsoir et bienvenue dans cette entrevue exceptionnelle donc sur Meta TV avec des invités que je vais introduire mais que vous connaissez déjà, donc Stan Maillot et Jeannette Maillot aussi. Donc bonsoir et bienvenue sur Meta TV. Donc, bonsoir Patrick. Vous êtes quand même, votre présence est tellement rare et votre parole si précieuse, j'ai envie de dire. Voilà, on vous a pas entendu, pas vu depuis longtemps, donc on est vraiment très enchanté de vous accueillir sur Meta TV. Ça va être l'occasion pour vous, en plus, de pouvoir expliquer. Parce qu'on a de nombreuses questions, vous imaginez bien le public, par votre absence et par tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait autour de votre travail, aussi de certains événements qui se sont déroulés, et on va pouvoir les aborder, quoi. Alors donc, écoutez, vous êtes la bienvenue. Alors c'est une émission évidemment en différé, il n'y a pas de questions du public malheureusement, pour des questions de sécurité. Au moment où ces images vont être diffusées, évidemment, l'émission sera passée. Oui, et je vous prie de m'en excuser, et je demande à tous les métanautes de nous excuser pour ça, qu'effectivement, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas se permettre d'être à une émission en direct. Voilà, donc c'est une émission en différé, mais néanmoins, ça ne nous empêchera pas d'aborder le fond des choses. J'ai quand même une question simple à vous poser. La première, c'est comment ça va ? On est là, on est toujours là, même si on n'aurait pas dû s'en sortir et être là aujourd'hui. Et ça va. On est ensemble, ça va bien. Ça, c'est l'essentiel. Ça va, voilà, vous avez quand même l'air heureux, ça nous fait plaisir. Alors, évidemment, il y a eu, je pense, la première question qu'on peut aborder, c'est cette disparition, cette absence pendant quasiment 2 ans. Vous avez un peu disparu des circuits radars, disparu d'Internet, disparu. Alors, beaucoup de choses qui se disaient, beaucoup de choses, etc. Mais on ne vous voyait pas. Il y a eu cette interpellation aussi. Alors, qui s'est passée. Voilà, vous pouvez certainement revenir sur ça. On peut dire qu'est-ce qui s'est passé là pendant 2 ans ? C'est quoi pourquoi il y a eu cette absence comme ça soudaine ? Alors peut-être il faut qu'on revienne un peu plus dans le passé sur les événements qui sont survenus en 2012 et qui nous ont séparés respectivement en septembre et octobre 2012. Alors, le 22 septembre 2012, on est venu au secours d'une jeune fille qui s'appelle Joy, qui est victime d'un réseau de pédocriminels dans la région de Besançon. Et elle manifestait le souhait de s'en sortir, témoigner. Et nous sommes allés un peu précipités, on va dire, à sa rencontre parce qu'on a su que les communications entre elle et les activistes étaient découvertes. Et elle risque alors d'être éliminée parce que ça se passe comme ça avec les témoins qui sont dans des réseaux comme ça. Ils vont pas survivre. C'est très dangereux comme situation pour des personnes qui veulent sortir de là. Alors on est allé un peu précipité à sa rencontre ce jour-là, le 22 septembre. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Nous sommes tombés dans un piège. Parce que nous sommes rentrés dans le village de 300 habitants à Ballondoz. Et il y avait 2 fourgons de gendarmes qui ont bloqué la voiture dans laquelle Stan se trouvait. Et alors, elle était obligée de s'enfuir dans la nature, puisque depuis 2007, il a un mandat d'arrêt. Oui, je précise depuis 2007, parce que j'ai déjà lu pas mal de fois que ce serait seulement depuis 2009. En 2007, je me suis soustrait à l'imposture judiciaire suite à l'affaire Vincent. Donc c'était le début du combat contre la pédocriminalité de façon formelle. Et donc j'avais écopé d'un mandat d'arrêt pour m'être soustrait à la justice. J'étais condamné après en 2009 par contumace. Et le mandat d'arrêt a été renouvelé, là, suite à la condamnation que je venais de prendre pour soustraction de mineurs. Voilà, donc juste pour préciser que cette situation clandestine, en fin de compte, elle dure depuis 2007. D'accord. Pour tous les deux. Et on est quand même allé à la rencontre de cette jeune fille, qui c'était très dangereux pour nous, on savait. Mais on a pris la décision de nous découvrir quand même, pour l'aider. Et alors, pendant que Stan est parti dans la nature, que moi je n'étais pas au courant à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis allée à la rencontre de la jeune fille.
et pour essayer de l'aider. Seulement après, j'ai su que Stan avait un gros problème et j'ai alors pas pu continuer cette mission de l'aider parce que j'étais trop inquiète pour Stan. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pouvais pas faire plus pour elle à ce moment-là. Et immédiatement, j'ai alerté des amis, des soutiens pour les alerter. Qu'est-ce qui s'est passé avec Stan, hein? Et on n'a pas réussi de savoir plus qu'à la fin, j'ai décidé de lancer un appel sur Internet pour dire à toutes les personnes sensibles qui savent ce que nous faisons depuis des années de venir à une conférence de presse, à une manifestation à Moncey pour en savoir plus concernant Stan, demander des comptes aux autorités et aussi c'était le meilleur moyen pour savoir plus sur Stan et aussi pour protéger cette jeune fille qui est restée dans les griffes du réseau, parce qu'on n'a rien pu faire. Alors, j'ai fait cet appel à cette conférence de presse qui s'est très bien déroulée. Il y avait France 3. Normalement, on est habitué d'être roulé dans la farine, dans la merde. Tout le monde parle mal, invente des choses sur nous. Et pour une fois, ça s'est bien passé. L'information était très bien traitée dans avec France 3. Et alors, il faut dire aussi qu'avant la conférence, j'ai rencontré le colonel Burlet, qui commandait la région, qui depuis est le muté à Paris, il me semble. Et je lui ai demandé de venir à cette conférence pour répondre à des accusations graves que j'avais à faire contre la gendarmerie locale. Il n'a pas voulu, il a refusé. Mais je me suis quand même pas gênée de déballer devant les journalistes le fait que dans cette région de Franche-Comté, il y avait un réseau de pédocriminels qui est là localement, mais que ce genre de réseau sont protégés par l'État dans la France entière. Bon, là, bien sûr, j'avais dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Hein. On n'a pas le droit de dire des choses aussi clairement, même si c'est la stricte vérité, parce qu'on a fait des enquêtes depuis des années et nous savons de quoi on parle. Et qu'est-ce qui s'est passé? 3 jours plus tard, je me fais arrêter violemment dans la rue à Besançon et je suis mis en garde à vue. Sous quel motif? Je vais revenir sur cette motif plus tard. Avant, j'aimerais qu'on comprenne bien le contexte général, que ces réseaux pédocriminels existent partout en France, et pas que en France, bien sûr, et mettre la lumière sur un rapport de l'ONU qui était fait en 2003 par un rapporteur spécial de l'ONU qui s'appelle Juan Miguel Petit. Il a fait une enquête en France entre 2002 et 2003 et c'est très explosif. Il a déjà, à cette époque, très clairement dénoncé des choses très graves en France. L'acquisition, on peut le dire. Sur ce problématique, j'ai quelques passages là que j'aimerais lire. Ouais. Comme ça, tout le monde comprenne bien le contexte. Donc un rapport officiel de l'ONU de 2003. Voilà, pour nous mettre un peu dans l'ambiance. Alors, c'est le rapporteur spécial de l'ONU sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants. Alors, citation. À Genève, en avril 2002, le rapporteur spécial s'est entretenu avec des représentants d'ONG qui l'ont informé qu'un certain nombre de Françaises déménageaient en Suisse et y vivaient clandestinement avec leurs enfants, dans le but de se mettre à l'abri de la justice française qui les obligeait à confier régulièrement leurs enfants au mari ou aux compagnons dont elles étaient séparées. Ces femmes ont dit avoir fui la France pour ne pas avoir à se conformer à ces décisions de justice, car elles avaient la conviction que leurs enfants étaient victimes d'abus sexuels et parfois utilisés par leur père ou d'autres personnes à des fins de pornographie. Le rapporteur spécial a également reçu des informations sur d'autres cas dans lesquels un parent, généralement la mère, avait choisi de rester en France et de se conformer aux ordres d'un tribunal civil, accordant des droits de visite au père
tout en intentant une procédure pénale contre lui pour abus sexuels. Et oui, c'est-à-dire ce contexte-là, c'est celui sur lequel donc on est parti en enquête depuis le début de notre aventure, après l'affaire Vincent. Hein. Et on a parlé tout à l'heure de la problématique des réseaux, en off, il faudra qu'on revienne dessus. Parce que ce rapporteur spécial, donc, il rentrait vraiment dans le vif du sujet pour dénoncer ce contexte de réseau et de ce que nous appelons l'acquisition. Oui, ça continue après. On constate toutefois que de nombreuses personnes ayant une responsabilité dans la protection des droits de l'enfant, en particulier dans le système juridique, continuent... en particulier dans le système judiciaire, continue de nier l'existence et l'ampleur de ce phénomène. Les réseaux n'existent pas. Et ça, c'est un rapporteur de l'ONU qui dit ça. Eh oui, voilà, c'est une vraie bombe. Et c'était en 2003, ça. Oui. Déjà en plus, Eh c'est il y a 12 ans aujourd'hui. Oui, voilà. Ouais. Après, je continue la citation. Les personnes qui soupçonnent et signalent des cas de sévices à l'enfant peuvent se voir accusées de mentir ou de manipuler les enfants concernés et risquent des poursuites ou des sanctions administratives pour diffamation si leurs allégations n'aboutissaient pas à des poursuites suivies de la condamnation de l'auteur présumé des sévices. En particulier, les personnels de la santé encourent des risques dans ce domaine et rien n'indique que les médecins bénéficient de l'aide et du soutien du Conseil de l'Ordre des médecins français. Notez qu'il manie l'euphémisme avec finesse, parce qu'en fait, quand on dit qu'ils ne sont pas appuyés par le Conseil de l'Ordre des médecins, c'est beaucoup plus offensif, c'est-à-dire qu'ils se font radier. Ils se font radier. Quand un médecin fait un signalement, il se fait radier. Ça va très très loin, ils ont des pressions pour ça. Alors ils ne le font plus. Hein. Nous l'avons constaté. Excuse-moi, je t'ai coupé. Tu continues. Dans un nombre croissant de cas, un parent séparé, habituellement la mère, choisit d'amener l'enfant ou les enfants à l'étranger, plutôt que de se conformer aux décisions d'un tribunal, accordant des droits de visite ou attribuant la garde à l'auteur présumé des sévices, ce qui, à son tour, pourrait exposer l'enfant à de nouveaux sévices sexuels. Il est même arrivé que des juges et des avocats au courant des faiblesses du système judiciaire, conseille officieusement à certains parents d'agir de la sorte. Ces parents se trouvent donc sous la menace de poursuites criminelles pour leurs actes, aussi bien en France que dans le pays où ils se rendent. C'est extrêmement grave, donc ce qu'il dit ce rapporteur spécial de l'ONU déjà en 2002-2003. Et ça, c'est quelque chose aussi que nous avons constaté, parce que, dis-toi bien, quand l'affaire Vincent a éclaté en 2006, ce rapport-là, on ne l'avait pas encore trouvé, on ne le connaissait pas. Même si moi, je travaillais dans le milieu associatif à l'époque, je ne connaissais pas ce rapport. Mais l'affaire Vincent a commencé pour nous au moment où l'avocat de l'enfant m'a dit qu'il fallait que je prenne, moi, mes responsabilités pour protéger l'enfant. Il m'a dit, moi, je ne peux pas aller plus loin. C'est-à-dire j'ai pris connaissance de ce dossier-là à la demande du président de l'association. On est allé à une réunion où il y avait l'avocat de l'enfant, qui fait partie de l'association pour laquelle je travaillais à l'époque, l'enfant, sa mère. Et après avoir discuté du dossier donc toute l'après-midi, l'avocat m'a pris à partie, et il m'a pris à part, je voulais dire, et il m'a dit, écoute Stan, moi en tant qu'avocat, je ne peux pas aller plus loin. Si je vais plus loin, je me fais briser. Je me fais briser les reins, pour la bonne raison que déjà tout ce que dit l'enfant est plus que certain. Nous sommes dans une problématique de réseau en outre satanique. Ce sont les mots qu'il employait à l'époque. Et le seul moyen qu'il y aurait de sauver l'enfant, c'est que quelqu'un le mette sous protection. Et tu me sembles le mieux approprié pour ça. Voilà comment ça avait commencé. Donc après, pendant notre périple, je dis non, parce que ce que personne ne sait, c'est que Jeannette était avec moi depuis le début dans cette affaire-là. Heureusement, elle ne s'est pas fait remarquer, donc elle n'a pas été inquiétée. C'est Martine Bouillon, la magistrate qu'on voit sur le plateau de télé de ce reportage qui est devenu célèbre. Avec Élise Lucet. Voilà. Martine Bouillon, donc, qui à un moment donné où j'étais complètement largué, je ne savais plus où aller pour protéger cet enfant et sa grand-mère, parce que la mère, entre-temps, était allée se jeter dans les griffes du loup pour des raisons assez particulières aussi. C'est loin d'être très clair comme affaire. Hein. La mère a été arrêtée aussi, c'est ça hein. La mère, en fin de compte, qui après a énormément bavé sur moi et je crois même porté plainte contre moi, en fin de compte,
ne voulait pas que l'affaire explose. C'est la grand-mère qui avait fait en sorte que l'enfant parle à la mère, et c'est la grand-mère qui a payé l'avocat, détective privé, pour faire en sorte qu'il y ait une issue judiciaire et que l'enfant puisse s'en sortir, okay, qu'on puisse faire éclater cette affaire, croyant que ça servirait à quelque chose. Donc, très rapidement, on s'est aperçu que la mère était probablement impliquée et savait depuis un certain temps, et c'est quelquefois malheureusement le cas, que la mère protectrice est plus ou moins, je dirais pas impliquée, mais quelquefois si, en fait. Et je pense que dans ce cas, c'était le cas. Donc, je me suis un petit peu égaré, tout ça pour dire qu'à un moment donné, on était vraiment dans une situation très difficile. La seule personne qui nous a aidés et qui ait logé l'enfant, qui l'ait caché alors qu'on avait toute la gendarmerie qui recherchait le gosse, c'est cette magistrate, Martine Bouillon. Martine Bouillon. Elle a caché l'enfant 1 mois et demi à son domicile. D'accord. Ça a été d'ailleurs l'occasion pour nous d'apprendre beaucoup de choses avec cette femme formidable, parce qu'on faisait quelques soirées à discuter devant la cheminée de la configuration. Et il y a des choses que je ne peux pas répéter ici pour ne pas lui causer plus d'ennuis qu'elle n'en a eu. Malheureusement, elle a eu beaucoup de problèmes. Petite parenthèse, elle a été balancée par le président de l'association, Christian Cotten, l'association politique. Christian Cotten, parce que lui aussi, il était impliqué dans cette affaire, Christian Cotten. Christian Cotten était président de l'association pour laquelle je faisais ce petit job de mettre en forme les dossiers et pour qu'ils puissent être publiés sur son site. Okay, et donc, j'enquêtais pour lui. C'est-à-dire vérifier, parce que mon petit passé de gendarme, j'ai quelques notions en droit pénal, donc vérifier si oui ou non il y a des malversations judiciaires dans les dossiers. Donc si oui, il y a une matière à parler de violence judiciaire, qui est la première base pour travailler sur ces dossiers-là. Et ensuite mettre en forme les dossiers et vérifier autant que possible, rechercher éventuellement des preuves de la culpabilité des personnes accusées. Mais ça, c'est autre chose. Moi, je restais sur le constat qu'il y a des malversations judiciaires récurrentes. Donc ça ne peut pas être des dysfonctionnements ni des erreurs, et que de ce fait, il y a vraiment anguille sous roche. Okay, ça, c'est ce sur quoi je travaillais. C'est important de le préciser. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il a été question, à l'époque où je travaillais, et par la suite dans nos enquêtes, de désigner un coupable de pédocriminalité, d'abus sexuels sur enfants, mais dans un premier temps, de démontrer le fonctionnement de l'acquisition judiciaire, okay, c'est-à-dire la trace, l'avalanche de malversations judiciaires pour retourner la situation contre l'enfant martyr et le parent protecteur. Ce qui est le vrai problème que dénonce Juan Miguel Petit, le rapport spécial de l'ONU, que nous dénonçons encore aujourd'hui dans cette configuration générale de réseau. Okay, voilà, donc c'est à cette occasion-là, à l'occasion de cette affaire Et donc Christian Cotten, lui, était président de l'association et c'est lui qui a balancé donc. Oui, il a balancé. C'est-à-dire qu'à la fin, quand on s'est tous fait arrêter, grâce à lui, puisque c'est lui qui a tout à fait en bout de course récupéré l'enfant que je cherchais désespérément à protéger. Et quand les flics l'ont appelé en lui mettant des pressions, il a décidé de le ramener aux gendarmes de Perpignan, de Rivesaltes. Voilà. Et moi, j'étais devant le fait accompli, il n'y avait strictement plus rien à faire. C'est pour ça que j'ai fait mon sac à dos à ce moment-là, pour venir probablement ou en prison, ou partir à nouveau en clandestinité avec le petit et sa grand-mère, ce qui était une situation ingérable en réalité. Parce que la grand-mère était déjà très très fatiguée moralement, psychiquement, le petit Vincent aussi, et puis bon, si j'avais neutralisé Christian Cotten pour partir dans une nouvelle cavale avec sa voiture, on ne serait pas allé bien loin et ça aurait totalement discrédité l'affaire. Donc finalement, on s'est tous fait arrêter conformément, manifestement, à ce que souhaitait ce brave Christian Cotten. Et pour dire que ce n'est pas parce que des personnes vont en prison qu'elles sont héroïques, attention. Et pour mettre en difficulté, soi-disant, l'accusation, il a trouvé très fin de balancer Martine Bouillon. C'est-à-dire de dire, ah oui, mais il y a une magistrate impliquée dans notre affaire qui a protégé l'enfant 1 mois et demi à son domicile. Okay. D'accord, ce qu'il n'était pas obligé de faire en fait, puisque dans l'absolu, il n'aurait pas pu le savoir. Non, mais c'est du collaborisme de haut niveau et de la balance. Okay. Bon, donc on parlait, la petite parenthèse était ouverte sur ce que disait Juan Miguel Petit à propos des avocats et des magistrats qui conseillent aux parents protecteurs de fuir la France.
Ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Je ne sais pas si tous les métanotes se rendent compte de ce qui est dit là. On est en 2000 et nous avons effectivement su que c'était plus qu'une fuite, c'est un véritable exode qu'il y avait à cette époque, auquel les autorités suisses, françaises et européennes ont mis cours, ont mis fin. Okay, parce que c'était un secret qu'ils n'arrivaient plus à garder. Donc c'est quelque chose de très fort. Des enfants martyrs qui fuient la France avec leurs parents protecteurs, persécutés par l'inquisition judiciaire du pays des droits de l'homme. Okay, c'est de ça dont on parle. Ça n'a pas transpiré dans la presse officielle. Ouais. Oui, non, parce que c'est un rapport de l'ONU. Voilà. Voilà, on ne parle pas de Après, complotisme ou quoi. Ouais. Parce que là, on parle de fausses allégations, parce que la justice dit toujours les enfants mentent et les mères sont manipulatrices, ou le père, si c'est lui le parent protecteur. Et à l'usage de ce procès d'intention, le rapporteur spécial répond: il est certes possible que des fausses allégations de services sexuels contre des enfants aient été faites dans le cadre de procédures visant à attribuer la garde de l'enfant. Toutefois, le rapporteur spécial, après avoir examiné les preuves concernant les affaires portées à son attention, a pu conclure que ces allégations étaient sérieuses et fondées, et que la suite qui leur avait été donnée ne correspondait pas à l'intérêt supérieur de l'enfant. Excuse-moi, je peux encore faire une petite remarque à ce sujet-là. On a vu le contexte, hein. C'est absolument épouvantable. Et quand il parle des preuves, le rapporteur spécial de l'ONU, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il est intervenu à la demande de parents dans le cadre de l'affaire des CD-ROM de Zandvoort. Tu sais que nous avons fait une enquête clandestine, artisanale, bien sûr, en 2008 sur les dessous de l'affaire des CD-ROM de Zandvoort. On a interviewé Marcel Verwoezem. Bien sûr, vous avez interviewé, la personne qui réellement est à l'origine de la découverte de toute cette abominable affaire, de tout le matériel qui a été trouvé. Et donc, quand le rapporteur spécial parle de preuves, de dossiers qu'il a eu entre ses mains et dont il atteste la crédibilité et la pertinence, il s'agit d'affaires des CD-ROM de Zandvoort. C'est-à-dire des familles victimes d'enfants martyrs qui apparaissent dans les documents des CD-ROM de Zandvoort. C'est ça, la fameuse matière dont il parle. Et il confirme donc que ces allégations étaient sérieuses et fondées. Il a eu les preuves entre les mains. Il a eu les photos, des viols. Et quand nous parlons de preuves, c'est-à-dire parfois la photo d'un enfant qui est parfaitement identifiable, sodomisé, pardon d'être aussi cru, par son géniteur, ou par le monstre qui se prétend être son géniteur, dont on peut aussi reconnaître le visage. Et là, dans cette affaire-là, il y a eu une avalanche de sosies. C'est-à-dire que la justice française nous a sorti des sosies de partout, sosies des 80 sosies, c'est ça au total? Parce qu'il y a 80 familles, il semble, qui ont reconnu leur enfant. Il y a eu officiellement 81, je crois, familles françaises qui auraient été, mais je pense qu'il y en avait plus en réalité. Et là, pour dire un petit peu le grotesque de l'inquisition judiciaire française, qui parle de sosie. À chaque fois qu'il y a la photo, on voit en clair la photo d'un pédocriminel, type par exemple le fameux juge Rosenzweig, d'accord, qui a fini sa carrière comme président du tribunal pour enfants de Bobigny. De Bobigny, tout à fait, mais il est très connu. Cette photo que nous avons récupérée à l'époque avec Marcel Verwoezem, où on le voit, je veux dire main dans la main, ironiquement, avec un adolescent. Vous voyez cette photo-là qui a beaucoup tourné. Que Janet a masqué avec du blanco, comme on a pu pour qu'on puisse diffuser cette photo-là. Donc, ce sont le genre de preuves de personnes impliquées dans ce réseau-là. C'est quelque chose d'énorme. Oui, parce que ce juge pour enfants qui est défendu par toute la doxa, puisque voilà, il a même des articles pour nous dire le gros travail qu'il a fait pour la justice. Et on remarque, en passant entre guillemets, on remarque entre parenthèses, pardon, que ce sont toujours des personnes qui sont très impliquées, soi-disant, dans la défense des enfants, que ce soit sur un thème ou un autre, donc qui monopolent le crachoir, qui monopolent l'attention du public, pour faire en sorte que justement nous n'ayons pas dans les zones dangereuses, en termes de manifestation de la vérité. Tout à fait. Oui, c'est un cas école, mais je veux dire, on parle du juge Rosenzweig, mais attention, il y en a combien? Je veux dire, pour moi, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est quel est le magistrat qui n'est pas pédocriminel. D'accord? C'est grave ce que je suis en train de dire. Nous parlons de réseau à dimension nationale, internationale. Pour nous, le réseau national, c'est une ramification du réseau international de pédocriminalité.
à connotation sataniste, parce qu'il faut savoir qu'il y a plus qu'une connotation. Et donc, l'appareil judiciaire français est le bras armé de ce réseau, en réalité. Donc, moi, j'aimerais qu'on me dise quel est le magistrat, à part Martine Bouillon, qui, par ses actes, nous prouve qu'il n'en croque pas, qu'il ne fait pas partie du club. A priori, à preuve du contraire, il suffit qu'on sorte un dossier, comme à la base le dossier de l'affaire Vincent, et qu'on fasse une demande nationale à différents parquets, jusqu'au ministère de la Justice, jusqu'au président de la République, pour avoir une résolution judiciaire pour que les droits de l'enfant soient restaurés, à constater l'absence totale de réponse, si ce n'est une acquisition, qui vient nous frapper par derrière, violemment, rien. Et donc ça dénote, ça nous permet de généraliser la problématique. Parce qu'à l'époque, dans l'affaire Vincent, on est allé jusqu'au président de la République à ce moment-là. Parce qu'on avait encore à ce moment-là l'espoir de trouver quelqu'un dans ce pays qui va prendre sa responsabilité dans cette affaire. Parce que c'est pas à nous en principe. C'est même pas notre enfant. Je veux dire, on est personne en réalité. Et on a eu encore l'espoir que quelqu'un d'intègre en fait pourrait dans intervenir la machine, ou dans la politique, mais on était malheureusement... Il n'y a eu aucune réponse. Non, personne. nous avons fait notre expérience, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on s'est battu tous ces derniers temps, c'est pour que les parents protecteurs, les gens qui veulent sauver des enfants martyrs, ne fassent pas cette expérience. Ne découvrent pas, à leurs dépens, la réalité de cette inquisition judiciaire. C'est pour ça que ça paraît extrémiste, ce que nous disons depuis. La seule chose qui peut sauver un enfant en France, c'est sa délocalisation. C'est fuir l'inquisition judiciaire. Ce que conseille donc, selon le rapporteur Juan Miguel... Les magistrats eux-mêmes. Voilà. Il y en a encore. Des magistrats et des avocats, ceux qui sont honnêtes, ils le conseillent. Ok, donc c'est pas moi, petit bonhomme en clandestinité qui le dit. Des magistrats, des avocats et un rapporteur spécial de l'ONU. Donc nous, on s'est battus toutes ces dernières années pour mettre en lumière la réalité de cette inquisition judiciaire, pour mettre en garde les parents protecteurs, de façon à ce qu'ils aient une chance de sauver les enfants martyrs. C'est-à-dire que dès qu'il y a une affaire de ce genre qui éclot, qui apparaît, un soupçon, ou plus qu'un soupçon, même des preuves, des traces, la maman qui surprend les actes faits sur l'enfant, ou qui retrouve des photos ou des films, ce n'est pas la peine de partir du principe que puisque nous avons les preuves, on peut aller en justice et on obtiendra gain de cause. L'affaire des Cédérons de Zandvoort l'a prouvé. Les preuves sont tout simplement écartées des débats. Oui. Tout simplement écartées des débats. Parce que cette affaire a fini par 80 non-lieux, je crois, on a dit... Il n'y a rien, circuler, il n'y a rien C'est-à-dire à voir. que le collectif des 81 familles françaises de victimes d'enfants martyrs, effectivement, s'est pris un non-lieu dans les dents par la juge Danielle Ringot, je crois que c'était en 2001. Okay, et pour absence de preuves. Absence de preuves. Absence de preuves. Oui, il y a toutes les preuves, mais absence. Parce que, ils peuvent tous se permettre, les juges. Parce qu'il y avait cette interview surréaliste là, à l'époque d'un substitut de procureur, je crois, d'Elisabeth Guigou, qui dit les enfants, oui, il paraît que les parents sont d'accord pour les photos, mais comment ça? Est-ce que tu te rends compte de ce qu'ils osent dire? C'est-à-dire et là on est en plein, on en reparlera peut-être après, on est en plein dans Gender, la révolution du genre, d'accord? C'est-à-dire qu'ils veulent nous amener à considérer que les victimes, les enfants martyrs, sont consentants. Alors bien sûr, cette petite parenthèse pour dire, mais quand on parle d'éducation sexuelle des enfants, qu'on va mettre en forme de petit atelier où on rigole, etc., évidemment, l'enfant, on le voit rigoler pendant qu'on le pousse à faire tranquillement des attouchements, on va dire qu'il est consentant. C'est là où ils veulent amener les débats. Pour dire tout compte fait, écoutez, on est dépassé par l'évolution du genre humain. Il se trouve que les enfants sont tout à fait consentants, qu'ils sont demandeurs, et donc il faut penser à dépénaliser le crime sexuel sur enfant. Et là, on y va tout droit. Et en fait, ce qu'on a aussi découvert, c'est que la réalité de cette protection institutionnelle de la pédocriminalité, donc qui est un sujet fort et principal sur lequel on travaillait, rejoint donc la révolution du genre, et la loi, c'est donc l'éducation sexuelle des enfants à l'école, qui sont des choses absolument monstrueuses et révoltantes, et la loi pour l'adoption pour tous,
c'est-à-dire pour les franges de la population les plus perturbées qui soient et les plus à risque, okay, pour les enfants, eh bien tout ça rentre dans une réalité qui est de vouloir répandre la pédocriminalité dans la société, dans une nouvelle société, une nouvelle refonte de la société. Et la dépénalisation du crime sexuel sur enfants est débattue au ce moment où nous parlons au Parlement européen, okay, et proposée notamment depuis un certain temps par le parti des Verts allemands. Ah, des Verts allemands, oui. Et ça ne fait aucun doute que ça passera. On a un petit cas concret, tiens, qu'on peut te ramener d'Italie où nous évoluons dernièrement, ouais. Puisqu'on est passé dans quelques pays d'Europe aussi. On aime bien aller chercher des informations un peu à droite à gauche. Il y a une affaire qui est très symptomatique, qui nous donne un bon indice de ce qui est en train de se passer, où des carabiniers italiens, sur information, ont surpris un bonhomme de 60 ans avec une fillette de 10-11 ans au lit. D'accord ? Donc ils ont fait irruption dans la chambre. Le gars a été donc inculpé. L'affaire a été traitée judiciairement. Et qu'est-ce qui a été conclu ? Je te le donne en mille. Que la gamine était consentante, qu'il y avait des relations d'amour entre le sexagénaire et la gamine de 11 ans. Et il a été relaxé. Parce qu'ils ont les magistrats italiens, et on parle de l'Italie, on pensait qu'en Italie, ils n'arriveraient pas à nous la faire passer, ok ? Il y a le Vatican, ils sont très catholiques. Ils sont arrivés à nous faire passer que oui, il y a des relations amoureuses, d'accord, entre une adolescente, c'est même pas une adolescente, c'est une fille de 11 ans, et un vieux salopard de 60 ans. Voilà où on en est. Donc c'est petit à petit nous faire rentrer dans l'acceptation que oui, il y a des relations amoureuses, il y a des enfants qui sont consentants, donc il faut arrêter de prendre pour cible les malheureux pédophile, celui qui aime les enfants, d'accord ? C'est oui, pour ça qu'on parle toujours de pédocriminalité. Un peu comme Maître Lévy, qui parle juste d'une sexualité débridée, un peu différente, etc. Enfin, qui veut une forme de normalisation, en fait. C'est ce qu'ils veulent. En réalité, ça va encore beaucoup plus loin, parce que, je ne sais pas si tu as entendu, au Danemark, maintenant, on a légalisé la zoophilie. Ah oui, j'ai vu ça. Oui, ouais. La zoophilie était légalisée. Des relations sexuelles avec des animaux, avec toutes sortes d'animaux. Tu veux dire, ça prouve bien où on va, là. Oui. Et ils disent pas de violence, par contre, avec les animaux. Hein. Ils sont consentants aussi. C'est un peu la même chose, sauf que les animaux ne peuvent pas parler. Ouais, les animaux, ils ne risquent pas de parler un jour. C'est atroce. Ouais, mais... Donc tu vois où ils nous amènent, en fait, depuis un nombre d'années difficilement à cerner. On nous amène sur la dépravation totale des mœurs humaines. Évidemment, le point fort, ça a été mai 68, avec cette pseudo-libération sexuelle, où on veut faire croire aux esclaves que nous sommes que la liberté se place en dessous de la ceinture, et non pas au niveau spirituel. Okay ? Et ça marche fort, c'est un concept qui marche très fort. Et donc, on a toute une ribambelle de pseudo-intellectuels se voulant de gauche, qui sont faits de simples crapules, qui promeuvent la libération sexuelle jusqu'à la dépénalisation de la pédocriminalité. Et on voit qu'à l'époque, juste après mai 68, effectivement, il y a une petite vague. On voit il y a une tentative de Cohn-Bendit qui font le genre de déclaration. Kouchner qui ont fait l'appel de libération. Ils croyaient qu'ils y étaient presque. Et ils ont vu que non, il y avait trop de réticence au sein du peuple, au sein des populations, et que ça ne la ferait pas. Il faudrait nous la glisser différemment, avec plus de temps et plus de préparation. Et là, on entre dans le discours de la révolution du genre, la révolution gender, qui est en fin de compte la dernière étape pour prendre le contrôle total de l'être humain. Et cette révolution du genre est bien plus grave et pernicieuse qu'on ne peut l'imaginer, parce que c'est légaliser la pédocriminalité, rendre l'être humain totalement décadent, pervers, mais en ayant supprimé toutes les limites de l'immonde, de l'odieux, avec les enfants, tout ce qu'on peut faire avec les animaux, tout ce qu'on pourra faire après avec les enfants, les animaux, tout ça mélangé. Et pourquoi ? Alors, souvent, les gens posent cette question, oui, mais dans quel intérêt ? Seulement pour faire du fric, parce que les industries de la pornographie font brasse tant de... Non, mais il faut avoir une vue beaucoup plus générale de la problématique et surtout remonter à la pointe de la pyramide dans laquelle nous sommes coincés. C'est-à-dire que
au sommet de cette pyramide sociétale, nous n'avons pas des gens qui veulent s'enrichir. Nous avons des gens qui ont monopolisé le pouvoir de battre monnaie après l'avoir volé à toutes les nations dites libres civilisées, sans compter les autres. Okay. C'est-à-dire que c'est eux qui détiennent les planchers billets, c'est eux qui jouent avec les nations en les mettant sous la domination, sous la dépendance de leur planche à billets. On est d'accord. Donc ces gens-là, ils n'en ont rien à fiche de s'enrichir. Oui, ils sont déjà le pouvoir. Et oui, c'est l'échelon qu'il y a en dessous. Par exemple, l'échelon de cette armada d'industrie qui a été créée par ces mêmes personnes, la révolution industrielle qui a été lancée par ces mêmes criminels internationaux, les banquiers privés internationaux. Donc, ils ont un objectif qui n'est pas l'enrichissement. L'objectif est la domination globale, totale, de l'être humain, du vivant. Et pour parvenir à leur fin, il faut évidemment que le bétail humain, car nous ne sommes à leurs yeux qu'un vaste bétail, il faut bien en avoir conscience, ait un coefficient de contrôlabilité le plus élevé possible. Et pour rendre un être humain contrôlable, facilement contrôlable, il faut qu'il descende au 36e dessous, sur le plan physique, physiologique, mental, spirituel surtout. Okay. Et là, on en fait sa chose. Ce principe appliqué à une personne est en fait appliqué à la collectivité humaine dans son entièreté, dans son intégralité. Voilà ce que cache la révolution du genre. Le deuxième volet de cette frappe, cette ultime frappe contre l'humanité, est la frappe contre le vivant. C'est-à-dire que ce qui va se passer à terme, c'est que l'univers industriel, donc je parle de quelque chose de totalement monstrueux et satanique, quand je parle de l'univers industriel et de la révolution industrielle, l'humain ne s'est pas encore rendu compte à quel point ce concept était monstrueux. Et bien dans ce concept-là, il s'agit de retirer à la nature et à l'être humain ses dernières prérogatives naturelles comme la procréation. Parce que bien évidemment, tout ce beau discours nous amène à la vulgarisation de l'allocation de ventre des mamans, ok, quelque chose de bien monstrueux. On parle d'usine à bébés au Nigeria, en Inde. Usine à bébés, absolument. Où la procréation artificielle va devenir de plus en plus à la mode. Et comme en parallèle, ces pseudo-élites internationales sont en train de nous dire que tous les désastres de la Terre sont dus à l'explosion démographique de l'humain, que eux ont voulu en réalité, ok, puisque nous sommes leur bétail. Soyons pas dupes. Eh bien ça leur permet de dire qu'après le grand chaos, nous en parlerons après, qu'après le grand chaos, à la refonte de la société humaine, donc le nouvel ordre mondial, il faudra réguler et légaliser les naissances humaines, la procréation. Donc ce n'est pas un hasard si la procréation humaine en ce moment est entre les mains de l'univers industriel, que tous les procédés artificiels sont en pleine explosion, ce qui bien sûr est donc totalement lié à une perte de morale totale et définitive. Et là, on arrive, la révolution du genre est quelque chose d'absolument irréversible. C'est-à-dire que si l'être humain aujourd'hui ne rentre pas en résistance pour se révolter, pour faire tomber ce pouvoir qui opprime l'humanité et qui pousse l'humanité à détruire la planète, après on est fini. La révolution du genre est la dernière étape du contrôle total de l'humain et du vivant. Après la révolution industrielle et après la révolution verte. Et tu remarqueras qu'à chaque fois, ce sont les mots révolution qui viennent nous duper. La révolution sexuelle, la révolution... Voilà. On n'a vécu que ça. Oui. Et là, on y est. Et donc, nous ne pouvions pas imaginer à cette époque-là de quoi il s'agissait. Ni encore moins ce brave rapporteur spécial de l'ONU qui... Alors lui, son rapport, il a été mis à la poubelle, il servit classement vertical, ouais. Mais aussi par l'ONU. Et là, on comprend qu'il y a un problème. C'est-à-dire que l'ONU n'est pas arrivée derrière pour soutenir le rapporteur spécial et dire à la France, dites donc, à quoi vous jouez là. Nous avons un de nos rapporteurs spéciaux qui a sorti un rapport avec des recommandations. Il va falloir vous pencher sur la question et que vous donniez des comptes. Rien. C'est pas tellement que la France ait jeté au panier ce rapport qui est inquiétant. C'est que l'ONU, cette curieuse instance supranationale, ait désavoué son rapporteur spécial pour le mettre ensuite en retraite. Ah oui, ils l'ont désavoué en disant... Ah ben oui, puisque dans les faits, ils n'ont pas donné la moindre suite. Du coup, je me suis un peu écarté de ce que tu étais en train de dire. Oui, il y a encore un passage que je voudrais bien lire de ce rapport, parce qu'il est très important aussi. Le rapporteur spécial tient à recommander, à nouveau, qu'un organe indépendant mène de toute urgence une enquête sur les carences de la justice à l'égard des enfants victimes de sévices sexuels et des personnes essayant de les protéger. Et nous, on peut dire, on a suivi
cette recommandation. Nous avons fait des enquêtes indépendantes. Bon, on ne se prétend pas être un organe indépendant. Et lui, il avait dit de lui transmettre des nouveaux éléments à lui. Oui, c'est écrit là. Il y a encore ce petit paragraphe-là qui est intéressant. Alors, je vais lire celui-là aussi. Le rapporteur spécial espère avoir apporté des éléments judicieux au nécessaire examen public de ces importants sujets de préoccupation et invite le gouvernement français et les membres de la société civile à continuer de lui communiquer des informations sur les faits nouveaux pertinents en la matière. Ah oui, il parle bien des membres de la société civile aussi. Ouais. Alors, encore un petit qui me plaît, juste un petit paragraphe que, comme je t'ai coupé, on n'est pas passé dessus, c'était intéressant quand même. À un moment donné, il s'agissait de la réponse du gouvernement français. Dans sa réponse, le gouvernement français a indiqué que la Commission nationale consultative des droits de l'homme, un gros organisme franc-maçonnique, comme la notion de droits de l'homme, n'avait pas mandat de mener des enquêtes, mais pouvait conduire des études ou donner des avis, et qu'elle venait d'engager une réflexion dans la voie recommandée par le rapporteur spécial. C'est-à-dire que nous, on est en train de vous parler de réseaux où des gosses sont même mis à mort dans des dimensions absolument inimaginables, et on nous parle d'engager des réflexions. C'est ce qu'ils répondent. C'était la substance de leur réponse. Et le rapporteur spécial était obligé de conclure en termes diplomatiques, mais ironique, le rapporteur spécial se félicite de ce fait nouveau et estime vital que de pareilles réflexions soient menées, publiquement par contre, sur ces questions aussi délicates que sensibles. Ben oui, tu parles. Il se moque un petit peu de... Oui, alors, nous en fait, c'était très important aussi, puisque tu nous fais ce grand plaisir et cet honneur de nous recevoir sur ton plateau, de pouvoir un peu mettre les choses au point en ce qui concerne le contexte dans lequel les parents protecteurs sont pris, le contexte qui piège les enfants martyrs, le contexte donc de cette inquisition judiciaire qui a déjà été dénoncée bien avant nous, et qui, bon, pour nous, à notre petit niveau, en ce qui concerne nos déboires, est le contexte sur lequel nous avons évolué pour faire des enquêtes. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit quelques instants en arrière, nous n'avions pas connaissance, quand on a commencé les enquêtes, de ce rapport spécial qu'on a trouvé sur Internet en 2007, jusqu'après que je sois parti en clandestinité pour commencer à enquêter. Et puis là, je veux dire, on peut effectivement se prévaloir d'être cet organe indépendant, ou en tout cas des membres de la société civile, peut-être encore, Bon, donc avoir une certaine légitimité, puisque ce sont les recommandations du rapporteur spécial de l'ONU, bon sang, ok, de faire éclater la vérité, de faire éclater la manifestation de la vérité. Ah ouais, parce que ce rapport, il est passé complètement inaperçu aux oubliettes. Bien sûr. Alors que là, clairement, il y a des accusations portées contre la France, quoi. C'est clair, C'est en termes diplomatiques, mais c'est très clair. Alors moi, j'invite, je ne sais pas si tu auras l'occasion de mettre quelques liens ou de diffuser ce rapport qui n'est en fait pas très long. Je pense qu'il est vraiment capital que la société, la collectivité en France et aussi dans toute l'Europe. Bien sûr, on mettra le lien du rapport. Et connaissance de ça. De cette réalité. Donc, Mais ils sont toujours capables, comme ils font toujours, de dire « Ah, mais ça c'est vieux, ça c'est vieux, c'est 2003 ». D'autant qu'ils n'ont rien fait par rapport à ce rapport. Donc voilà. On peut envisager que tout ce qu'il a dit à l'époque, il n'y a rien qui ait changé. Nous avons essayé de prouver justement que c'est pas vieux et par contre, ça s'aggrave en France. Et alors, nous avons fait des enquêtes. La dernière en 2012. Pour prouver justement... Et c'est toujours l'actualité. Voilà, et il faut faire quelque chose. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé en 2012, en août 2012. On est allé... le projet, c'était d'interviewer les enfants de Sandrine Gachadois. C'était une mère qui était en prison, puis en asile psychiatrique, envoyée par le procureur de Saintes. Parce que la plus grande de ses enfants, qui a 12 ans, à l'époque, elle avait 6 ans, elle avait parlé des problèmes, des viols de la part de son père et aussi de la grand-mère. Alors, nous sommes allés à la rencontre de cette fille. Et moi, quand je suis allée à sa rencontre, j'ai noté exactement qu'est-ce que la fille me disait.
pour ne pas oublier, parce que la caméra Sur un cachée cahier comme ça. Hein. ne marchait pas à ce moment-là. Et j'ai noté sur ce cahier, est-ce que tu peux me dire quelque chose devant une caméra un autre jour avec plus de temps? Ça, c'est écrit noir sur blanc, hein? Et ce compte-rendu que j'ai fait, qui est dans le cahier de brouillon, était retrouvé dans la voiture quand Stan a dû s'enfuir. Un mois plus tard, à 800 km à l'autre bout de France, où on était déjà sur une autre affaire. Alors, ils ont retrouvé ça. Ils ont retrouvé la trace qu'on enquêtait sur les exactions judiciaires de ce procureur de Saintes concernant l'affaire de Sandrine Gachadouin. Alors, c'était pas bon pour nous. Hein. Ils ont lancé une accusation de projet de kidnapping, d'enlèvement de plusieurs mineurs. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, quand les gendarmes ont récupéré ce cahier de brouillon, d'accord, dans le fourgon duquel je m'étais enfui, ok, ils ont transmis l'information au parquet de Saintes, puisqu'il y avait des notes qui concernaient une affaire de Saintes. L'affaire de Sandrine Gachadouin, qui était donc en 2012 la dernière affaire sur laquelle nous avions enquêté. C'est-à-dire que dans ce contexte dénoncé par le rapporteur spécial de l'ONU, nous, ce qu'on faisait, c'était prouver qu'il ne s'agit pas d'une affaire ancienne, comme ils disent toujours, comme ils le disent pour l'affaire des citernes de Zandvoort et tant d'autres, mais que le contexte n'avait jamais été traité, donc qu'il persistait et qu'il s'aggravait. Comment faire? Eh bien, on repart en piste, on va chercher d'autres persécutés de cette inquisition judiciaire, c'est-à-dire des mamans protectrices, des géniteurs protecteurs, parce que ça peut être des mamans, ça peut être des papas, des grands-parents aussi. Quelquefois, si on peut avoir un témoignage d'enfants martyrs, ben, c'est encore mieux, de façon à mettre au grand jour le fait que ben, ça continue, voilà, les persécutés, ça continue. À chaque fois qu'il y a une affaire de soupçon de viol sur mineur qui éclate, il y a un véritable protocole qui est enclenché pour discréditer la parole de l'enfant. Ils se servent de l'affaire d'Outreau pour dire que la parole de l'enfant ne doit pas être prise en compte. Et un protocole judiciaire pour écraser, briser le parent protecteur, et donc l'enfant martyr. Et dans la plus grande partie des cas, remettre l'enfant martyr donc au bourreau. Okay, donc c'est-à-dire que l'inquisition judiciaire, l'appareil judiciaire français, pardon, a un rôle très actif. Pas seulement dans la protection des réseaux pédocriminels, mais beaucoup plus offensif que ça, puisqu'ils remettent à la disposition des pédocriminels les martyrs, les enfants martyrs, par décision judiciaire prise au nom du peuple français. Okay, donc, je veux dire, il va falloir que nous comprenions un petit peu jusqu'où ça va, et que les vrais coupables, ceux qu'il faudrait guillotiner ou pendre, selon moi, cela n'engage que moi, ben, c'est pas tellement, si on rétablissait la peine de mort, les pédocriminels pris sur le fait, okay, mais surtout ces imposteurs qui usent de leur fonction publique, d'accord, pour favoriser leurs crimes. C'est-à-dire qu'à ce titre-là, le discours que je tiens n'est pas du tout hors la loi ou incitatif à la violence. Je dis, si la peine de mort était rétablie en France, ce qui pour moi serait une connerie parce que ça concernerait les gens comme nous, bref, ça devrait concerner en premier des magistrats, une quantité indéfinissable de magistrats, qui trahissent et qui font partie du réseau. Donc ce ne sont pas des magistrats, ils ont juste une toque et se prennent pour des dieux vivants descendus tout droit du mont Olympe, comme le disait Charles Roche, là. Et ce sont des gens qui se targuent d'avoir l'impunité totale, d'être intouchables. Et ça, à mon sens, il faut que ça cesse, ok ? Et ça ne peut pas cesser simplement qu'en faisant de la communication et de la dénonciation par tous les moyens possibles et imaginables. Pardon, je crois que j'ai perdu le fil. Le procureur de Saintes, alors, il a dû nous neutraliser, puisqu'il a su que nous enquêtions sur cette Gachadouin. Et il a alors lancé cette accusation contre nous, association de malfaiteurs, en vue d'un multiple enlèvement de mineurs, plusieurs mineurs. D'accord. Ouais. Sur base donc du carnet qui avait été retrouvé. Voilà, où c'était écrit noir sur blanc de quoi il s'agissait. D'accord. Alors on peut tout inventer, il n'y a pas de problème. Hein. Il a prétendu que la rencontre qu'on avait faite avec l'enfant en août 2013 était en fait dans le cadre d'un projet de la kidnapper, elle et ses petits frères, pour les remettre à Sandrine Gachadouin. Ok. Voilà, c'est quand même fort. Hein.
Quand il s'est servi de ça en plus pour Oui. accabler la mère, quelque part. Alors, la mère, ils l'ont jetée en prison 6 mois. Ouais. Sandrine Gachadois, alors, après avoir jeté Janet en prison près de 4 mois quand même, ils ont aussi chopé la malheureuse mère, Sandrine Gachadois, et elle est restée 6 mois en prison, en détention provisoire, pour avoir été, soi-disant, notre commanditaire. Donc, quand on te parle d'inquisition, le terme n'est pas une exagération. Et savoir que cette malheureuse femme, donc, elle était passée déjà par la case prison, par l'internement psychiatrique. Elle a des sérieuses séquelles, comme d'autres personnes, parce que c'est traitements chimiques très lourds. Okay, et après, ils se servent du fait que ces personnes-là, ces victimes, aient des séquelles sérieuses pour dire, bon, elle est complètement la masse. Voilà, donc le début de ce qui s'est produit en 2012. Là, on comprend vraiment de tout ce qui s'est produit en 2012 et donc les répercussions de cette affaire, parce qu'on sait que toi aussi, voilà, tu avais été arrêté, on ne comprenait pas trop les circonstances. Parce que j'ai fait cette conférence de presse, ils auraient pu m'arrêter à ce moment-là. Oui. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Il y avait plein de gendarmes partout. Mais ils ont attendu que ça se passe, que tout le monde rentre à la maison, et 3 jours plus tard, ils m'arrêtent dans la rue comme ça. Gendarmerie nationale à terre, je me tourne, je regarde, il y a un flingue pointé sur moi, je regarde le flingue, je regarde le gendarme derrière, le flingue encore, c'est comme si le temps s'arrêtait. Hein, je pensais, oula, c'est sur moi là, le flingue, je pensais... Comme une criminelle, quoi, comme une... Oui, après, c'était quelques secondes, je me trouve au sol avec les menottes dans le dos, et puis c'est terminé. Sans que je comprenne déjà de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'ils me veulent. Après, elle me transporte dans la voiture, elle essaye de me tirer les verres du nez. Après, ça continue, les violences en garde à vue. Je suis menottée à ma chaise durant toutes les interrogatoires. Et aussi d'autres menaces. Et après, elle me transporte de Besançon à Poitiers, puisque c'était les gendarmes, la section de recherche de Poitiers qui sont venus. Suivons bien, c'est-à-dire que le procureur de Saintes a déclenché... C'est lui qui a déclenché les poursuites. Hein. D'accord, alors c'est pas quelqu'un qui est venu... Charente-Maritime, déjà, on est vraiment de l'autre côté. Donc il a envoyé une équipe de gendarmes, choper Janet, dans la région de Besançon, d'accord. Voilà, pour après la ramener... Et pour après te ramener en plus auprès des sections de police de Poitiers qui enquêtaient, elles, une espèce de... Ouais, soi-disant. Soi-disant, ouais. Vas-y, continue alors. Oui, alors, de toute façon... On n'a rien à dire, hein. Il prépare le terrain pour les magistrats, il cherche à... Et il y a eu des poursuites, il y avait un jugement, un procès, non? On a abandonné les charges contre toi, ou ils sont toujours... Bah non. Ah non, c'est toujours en cours. Mais là, oui. J'étais en garde à vue, et bien sûr, après, je ne suis pas sortie. J'étais amenée devant les juges à Saintes direct, où ils m'ont dit, j'en ai pour 10 ans. Là, je pensais que j'étais dans un mauvais film, c'est pas ma vie, ça, c'est la vie de quelqu'un d'autre, parce que moi, je comprends pas ce qui m'arrive là. Mais de toute façon, on n'a rien à dire. Hein. On peut aussi bien dire quelque chose, mais vous pouvez toujours parler. Hein. Allez, hop, au trou. Bon. 3 mois et demi, j'ai resté en prison. Et j'ai eu même la menace d'un internement psychiatrique avec la visite d'un pseudo-psychiatre ou psychologue qui est venu. Heureusement, de ce côté-là, ça s'est pas trop mal passé. Parce qu'on sait comment ça se passe avec les mères. Hein. Il y a un pseudo-psychiatre, psychologue qui vient, il y a une expertise en prison et vous partez directement en asile de fous. Et après, vous sortez avec la moitié du cerveau. Oui, parce qu'après, en plus, en hôpital psychiatrique, on vous force à une thérapeutique. Je sais qu'ils utilisent des médicaments. Chimiothérapie. Une chimiothérapie qui bousille le cerveau et on sort complètement brisé physiquement de ces trucs. On ne peut pas l'imaginer non plus, du soi-disant pays des droits de l'homme. Mais ils brisent les opposants, ils brisent ceux qui veulent faire sortir la vérité, ils brisent les parents protecteurs avec la chimiothérapie en asile. Et il suffit simplement qu'un magistrat décide et allez, il n'y a rien à faire. Ouais. Alors c'était vraiment chaud à ce moment-là pour moi, mais je suis quand même sortie de prison au bout de 3 mois et demi. Et alors j'ai plusieurs interdictions. Déjà, de retourner en France. Je suis ici aujourd'hui, attention. Précise une chose très curieuse que je n'avais pas encore vue, c'est qu'ils l'ont fait sortir de prison, ils l'ont transféré. Ils l'ont expulsé. Ils l'ont expulsé. En Allemagne, chez mes parents. Avec obligation de vivre chez ses parents en Allemagne. Voilà, et je n'ai pas le droit de retourner en France, premièrement, sous peine de réincarcération. Hein, attention.
Et aussi, j'ai pas le droit de parler librement sur Internet et surtout pas de pédophilie. Toutes les questions liées à la pédophilie, c'est tabou pour moi. Alors, en principe, j'ai pas le droit de me défendre. Mais ça, c'est l'ordonnance du juge d'Assac. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. C'est sur Internet. On a expliqué ça dans le reportage de 3h30. Et en fait, de détention provisoire, c'est sa liberté qui est provisoire. Et en plus, ils lui ont dit ce qu'elle m'a raconté après. Oui, il y avait mon avocate qui m'a écrit une lettre que ma liberté était provisoire jusqu'au moment où Stan s'est arrêté. Alors, pas ma détention est provisoire, mais ma liberté. C'est-à-dire, je servais d'appât en Allemagne pour le retrouver. Pour retrouver Stan, d'accord. Pour le capturer. D'accord, genre j'étais en liberté un peu en Allemagne de façon à ce que Stan arrive et hop, on vous reprend tous les deux. Parce qu'ils ont compris qu'il était libre, qu'il n'était pas mort ni secrètement tenu par la police. Et moi aussi, je l'ai su en prison qu'il a pu s'en sortir. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pu tenir le coup aussi. Et alors, oui, parce que ça, c'était les rumeurs. On ne savait pas trop. On ne savait pas si tu étais arrêté. Après, il y a eu une rumeur, effectivement, que tu étais décédé. Alors, on ne savait vraiment pas vraiment ce qui se passait. Ouais. Et moi, j'ai eu peur qu'il allait tomber dans le piège en venant à ma rencontre. Et parce que c'était ce qui était prévu. D'accord. Alors, tu as expulsé mais c'est assez incroyable, effectivement. Tu as expulsé de France et interdiction de revenir sur le territoire. Oui, et de... Oui. Plus rien. Plus rien. Interdiction de parler, de s'exprimer. Mais qu'est-ce que tu fais là? Voilà, bien, ça. Je dois retourner en prison là. Ouais, ce petit passage, effectivement. J'ai enfreint toutes les interdictions. Alors là, c'est pas bon pour moi, je sais. Mais bon, on est quand même obligé de rétablir un peu la vérité. Au moins, oui, parce qu'on comprend là ce qui s'est passé. Il y a eu un acharnement sur vous, quoi. Un acharnement. Il faut s'imaginer quand même ce que c'est que cette décision qu'elle a prise de partir en clandestinité. C'est-à-dire que moi, je suis allé la retrouver en Allemagne. On a attendu 1 an. C'est-à-dire que moi, j'ai attendu 1 an jour pour jour après notre séparation forcée. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'étais très surveillée. Quand j'étais sortie de prison chez mes parents, j'ai remarqué que quand je me promenais dans le bois avoisinant, j'étais suivie. En Allemagne? En Allemagne, chez mes parents. Par des policiers allemands, donc? C'était pas la police, c'était plus inquiétant. J'ai pas cherché à comprendre plus. Mais je savais que c'était chaud. Mais ils voulaient pas moi, parce que je l'ai vu, ils m'ont vu, tranquille, alors c'était bien pour lui. Ce qui s'est passé après, c'est que je me suis transférée dans le sud de l'Allemagne, parce que j'ai trouvé un travail de rêve en tant que wellness trainer dans un centre de bien-être au Forêt-Noire. Alors j'ai trouvé un super travail, super bien payé, avec un appartement magnifique dans une région que j'adore. Et tout allait pour le mieux et tout indiquait aussi que je tournais la page et je refais ma vie. Pourtant, la menace de repartir en prison pour 10 ans, c'était bien vif. Hein. J'avais toujours cette accusation. Et si je projetais de me défendre réellement, je pense que ça sera très mal passé pour moi. Parce que j'ai lu dans mon dossier pénal en Allemagne, je me suis fait transférer, même si on ne peut pas appeler ça dossier pénal parce que c'est vraiment impossible ce qui est là-dedans, c'est inutilisable. Toutes les preuves de la non-culpabilité sont pas là et tout ce qui est à charge est dedans. Pourtant, ce dossier à charge qu'ils m'ont envoyé, il n'y a rien, c'est des mensonges. Et aussi le compte-rendu qui prouve le contraire. Ils voulaient utiliser ça pour ma charge, mais bon, il n'y a rien.